Enfin, j'essaye de faire bien, je fais pas tout bien, hein, j'essaye de faire bien et je sais que je fais des betteraves, je sais que je fais des patates, je sais que je déstructure le sol, je sais que je tasse le sol, mais j'essaye en amont et après, enfin avant, après, d'essayer de limiter l'impact de ces cultures-là sur la rotation, quoi. Chez les castors, donc c'est la ferme des castors, Gaille des Castors, on est à Fresnay-le-Long en Seine-Maritime. On est sur une ferme de polyculture, un peu d'élevage. En fait, on est une ferme très diversifiée. On a 2/3 de la ferme qui est en culture conventionnelle, avec des cultures industrielles. Donc on est à une rotation en 5 ans avec comme culture blé, lin, pommes de terre, colza, betterave sucrière. En gros, c'est ça comme culture en conventionnel. On a également sur la ferme 70 hectares qui sont en agriculture biologique. Donc la moitié c'est des herbages, l'autre moitié c'est des cultures. Beaucoup de cultures légumières, pommes de terre, carottes, oignons, betteraves rouges, un peu de panais, un peu d'endives. Donc ça c'est mon grand frère qui gère. En fait sur la ferme aujourd'hui, c'est une ferme très familiale, on est 5 sur la ferme. Donc historiquement c'était mes parents, maintenant ma mère est en retraite, il reste mon père qui prend sa retraite en fin d'année et on est 3 frères plus un salarié. Moi mon parcours, donc je suis diplômé de l'Institut supérieur d'agriculture, lycée à Lille, donc j'ai fait une école d'ingénieur à Lille, sorti en 2010. Ensuite j'ai travaillé 1 an en tant que technico-commercial dans le secteur, dans un négoce privé. Après je suis parti à l'étranger, aux États-Unis, pendant 1 an. Et puis je suis revenu en 2013 pour m'installer, en reprenant une exploitation pas très loin d'ici. Et je me suis associé donc sur la ferme avec mes parents et voilà. Alors en fait, moi j'ai la chance, c'est que mon père a déjà initié ça avant que je m'installe. C'était un des premiers dans le secteur à faire du sans-labour, à faire des couverts végétaux, quand ça a été imposé, à faire des couverts végétaux autres que de la moutarde ou de l'avoine ou des choses comme ça. Et moi c'est par mon parcours, surtout mon parcours à l'étranger. Donc j'étais en Nouvelle-Zélande pendant mes études, j'étais aux États-Unis après quand j'avais fini mes études, dans des grosses fermes céréalières. Et en Nouvelle-Zélande c'est une ferme laitière, une grosse ferme laitière. Aux États-Unis c'est une grosse ferme céréalière de plus de 30 000 hectares. Et ça m'a toujours intéressé, la vie du sol m'a toujours intéressé, les couverts végétaux aussi. Et donc j'ai eu la chance d'avoir mon père qui a mis ça en place. Et en fait ce qui se passe c'est qu'en Seine-Maritime on est sur des limons profonds, très soumis à l'érosion, excessivement soumis à l'érosion. Et on fait des cultures industrielles, donc pommes de terre, betteraves, lin. Le lin encore à part, mais betteraves et pommes de terre qui sont des cultures qui déstructurent beaucoup le sol et qui tassent le sol, qui sont soumis à l'érosion. Le but c'est d'arriver à essayer de trouver un système qui permet de garder ces cultures industrielles et de ne pas dégrader la vie du sol énormément. Donc c'est pour ça qu'on a basé le système, nous sur la ferme en conventionnel, je parle, est essentiellement basé sur des couverts. Donc on fait, comme je disais, on fait betterave, pommes de terre, lin, 3 cultures en 5 ans qui ne laissent aucun résidu au sol. Donc le but c'est d'arriver à ramener des résidus autrement, ramener de la vie du sol, ramener de la matière organique autrement, parce que ces 3 cultures-là, derrière, il n'y a plus rien. Donc le but c'est d'arriver à faire des couverts végétaux très diversifiés, très développés en amont de ces cultures-là, ou entre ces cultures-là. Donc le système est basé moi mon système est basé énormément sur les couverts qui sont semés très tôt, aussitôt la moisson, le lendemain ou le jour même de la moisson, en direct au semoir à dents, des mélanges diversifiés entre 8 et 10-12 espèces qui sont semés donc aussitôt la moisson de blé, ou aussitôt entre le lin et les pommes de terre, c'est aussitôt le lin rentré, on sème les couverts. En pommes de terre on est sur 2 marchés, on a un marché industrie avec un industriel à côté d'ici. Et on a une autre partie sur le marché du frais. Donc on fait de l'export en big bag qui part Espagne, Portugal, Italie, des choses comme ça. Sur des variétés, des grosses variétés pour des pommes de terre de consommation. C'est que de la pomme de terre de consommation. Une partie industrie, une partie sur le marché du frais. On a 2 systèmes. Donc sur l'industrie, ils sont moins exigeants sur la lavabilité, des choses comme ça, par rapport à l'autre partie qu'on fait sur le marché du frais, où là il faut sortir des pommes de terre hyper belles, grosses, des standards qui sont bien vendables, quoi. Là, il y a des grosses évolutions en ce moment dans le milieu de la pomme de terre sur du pré-butage d'automne, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent plus facilement se mettre en place sur des cultures, sur des pommes de terre en industrie ou en fécule, parce qu'ils sont moins regardants sur la qualité de la peau, quoi. Que faire ça sur des pommes de terre qui partent au marché du frais en export, pour moi c'est très compliqué, quoi. Parce qu'on a un marché très concurrentiel de plus en plus en pommes de terre. Il faut sortir de la qualité tip-top et pour ça, malheureusement, il faut avoir un sol où il n'y a pas de résidus, rien du tout, quoi. Et donc c'est ce que je dis, moi c'est vrai que je fais de l'agriculture-conservation des sols et je fais des pommes de terre, ce qui est des fois un peu un antagonisme. Mais le but c'est ce que j'explique aux gens, c'est que j'essaye de faire bien pendant 4 ou 5 ans selon la rotation. Et l'année où il y a les patates, je sais que je vais tout déstructurer, tout flinguer. Mais le but c'est de reconstruire avant et après
J'en parlais avec 2-3 gars, on part pas de zéro quand on fait les patates, malgré qu'on ait un sol bien enrichi, tout ça, on met pas tout à zéro en faisant des pommes de terre, mais il faut essayer d'atténuer un peu le passage des patates sur la rotation, avec des couverts végétaux, et après les pommes de terre en remettant du compost, en remettant du BRF, en remettant des couverts aussi pour ça, quoi. En fait, moi je raisonne plutôt la rotation, c'est-à-dire que moi tout mon blé derrière lin, derrière betterave sucrière quand c'est arraché en bonne condition, derrière colza est semé en direct, tout est semé en direct le plus possible, tout le colza est semé en direct aussi, le colza je le sème tout en direct associé à des plants de compagne. En fait j'ai deux types de semoirs sur la ferme, j'ai un semoir à dents pour semer mes couverts et mes cultures d'été, donc couverts et colza. Et j'ai un semoir à disque pour semer le blé en direct dans les colzas, dans le lin, derrière des betteraves quand c'est en bonne condition. Semer un peu de févrole aussi, je fais un peu de févrole en direct aussi. Donc en fait j'essaye de faire le maximum en semi-direct, le maximum de couverts. Et quand il y a des betteraves ou quand il y a des pommes de terre que je fais en TCS, là je sais que je ne m'affranchis pas du travail du sol, quoi. Moi c'est vrai que si je voulais faire les choses vraiment top, il faudrait que j'arrête les betteraves et les pommes de terre sur la ferme, quoi. Ouais. Mais mon portefeuille, parce que j'ai genre les bons portefeuilles aiment bien les betteraves et les pommes de terre. Donc il faut arriver à concilier les deux et à dire je fais bien. Enfin, j'essaye de faire bien, je ne fais pas tout bien, hein, j'essaye de faire bien et je sais que je fais des betteraves, je sais que je fais des patates, je sais que je déstructure le sol, je sais que je tasse le sol, mais j'essaye en amont et après, enfin avant, après, d'essayer de limiter l'impact de ces cultures-là sur la rotation, quoi. L'avantage d'AgroLeague, c'est que je suis rentré chez AgroLeague parce que c'est un groupe uniquement technique. Et le fait de rencontrer plusieurs personnes, même des gens de notre région qu'on ne soupçonnait pas être intéressés par ce système-là, ça permet d'échanger énormément sur plein de techniques différentes qui peuvent s'approprier ou pas à la ferme ou non. Et là aujourd'hui on organise un tour de plaine donc, sur la ferme pour voir des essais que je mène sur des pommes de terre avec des plants de compagne, sur du blé en direct, du colza, du lin, des choses comme ça. Et le but d'échanger avec plusieurs, c'est toujours, c'est les phrases un peu bateau, mais le groupe sera toujours plus fort que le plus fort du groupe. C'est-à-dire que le fait d'être en groupe, en échange, ça permet de s'inspirer de certains qu'on fait des essais plus ou moins concluants. Et c'est comme ça qu'on avance, quoi. C'est avec l'échelle, c'est petit à petit qu'on avance, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait sur la ferme. J'ai toujours commencé par faire des essais sur des petites bandes, des choses comme ça, et l'année d'après, je généralisais ça sur l'ensemble de la culture, quoi. Ça, en conventionnel, se met en direct au semoir à dents le 21, ça s'est semé en 3 jours, le 21, 22, 23 août. L'année dernière, j'avais une parcelle de colza aussi associée où j'avais semé les plants de compagne, donc j'aime févrole. Il y avait 80 kg de févrole, 7 kg de veste, 6 kg de lentilles, 6 kg de fenugrec et 3 kg de trèfle blanc nain. Et l'année, donc le colza d'avant celui-là, donc j'avais semé les plants de compagne. Et le lendemain, j'avais décalé la ligne au RTK, on a 3 tracteurs au GPS, et on avait décalé la ligne au RTK pour semer le colza, parce que en fait, j'avais peur au démélange. Donc j'avais semé les plants de compagne, et le lendemain, j'avais semé le colza trèfle blanc. J'avais semé les deux en même temps dans l'interrang des plants de compagne. L'année dernière, j'ai dit tiens, je vais essayer une partie en mélangeant tout, le colza avec les plants de compagne. Et j'avais vraiment peur, j'étais pas serein. Quand j'ai vu que ça a levé, j'ai dit est-ce que je vais avoir vraiment du colza que sur une bombe, parce que tout a coulé dans le fond de la trémie. Parce que c'est un semoir, mon CO4 là c'est une simple trémie, hein, donc j'ai semé tout comme ça en direct. Ici c'était paille enlevée une partie, paille broyée le reste. Et donc j'ai semé en direct comme ça. Et après c'est du colza que j'ai rien fait en désherbage, sauf j'ai fait le tour de la parcelle parce que j'ai une bande de raies ici là, donc j'ai fait un anti-graminé au fin septembre, début octobre. Donc j'avais rien fait en antidicote. Et puis on a vu avec Maxime quand il était venu, c'est vrai que j'avais beaucoup de matricaire quand même dans la parcelle. Et donc j'ai fait un yellow l'hiver et j'ai refait un long trail en fin janvier au début février, malgré qu'il faisait pas très chaud, mais c'était un tapis de matricaire et j'avais peur que, même Antoine Chédron m'avait dit, plusieurs m'avaient dit si tu laisses ça au mois de juillet ça va être un champ de matricaire, quoi. Donc j'ai fait un long trail au mois de février, malheureusement ça a fait cramer le trèfle aussi. Mais de toute façon je voulais arrêter le trèfle, parce que ça faisait 2 ans que je fais trèfle dans le colza et j'ai été emmerdé pas possible par des campagnols. Malgré qu'il y ait des buses, il y a quand même des arbres, des buses, des machins autour, mais il y a tellement de campagnols il y avait des ronds entiers de colza qui disparaissaient. Donc du coup ça a fait sauter aussi le trèfle, le long trail a fait sauter le trèfle et les matricaires. Donc l'idée c'était de refaire du colza luzerne plutôt, en couvert de 3 ans en fait. En fait je fais colza trèfle, blé qui est semé dans l'air pousse de colza et trèfle, et le lin vient 2 ans après le colza trèfle, quoi.
Mais les colzas associés, moi j'en suis partisan. Enfin, Févrole, je trouve que c'est génial déjà, c'est une bonne base. Fenugrec, est-ce que voilà, est-ce que ça a un effet sur les altises, c'est ce qu'on entend dire, mais je ne suis pas si sûr que ça. Mais ça, enfin, l'odeur pourrait faire un effet sur les altises. Donc j'ai essayé le trèfle, trop de problèmes campagnols. Donc est-ce que le lotier, est-ce qu'il y a la micro-luzerne aussi qui serait Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect colza, on va revenir sur l'aspect colza, il y a l'aspect couvert permanent. Ouais. Sur l'aspect couvert permanent, en gros, il y a 3-4 espèces. Il y a le trèfle, donc le trèfle blanc, le trèfle violet, le lotier et la luzerne. L'idée c'est que ces couverts-là, ils aient un bénéfice pour le blé, pour la rotation au moins. Et en fait, le problème c'est que quand on arrive avec des trèfles par exemple, qui sont très très compliqués à détruire, des fois on les retrouve dans les lins qui suit 2 ans après. Et il y a l'aspect aussi, le trèfle, même profil racinaire que les céréales. Donc au niveau concurrence, s'il y a un stress hydrique, s'il y a un coup de sec, on risque vraiment d'avoir un problème. Même s'il n'y a pas de coup de sec, on observe qu'il y a des pertes de rendement. Pourquoi? Parce qu'ils prennent les mêmes éléments nutritifs sur les mêmes horizons racinaires, quoi. Alors que quand on part plus sur une luzerne ou un lotier, c'est des systèmes racinaires pivotants. Donc c'est pas le même horizon racinaire qu'un blé. Et donc en théorie ça serait mieux. Le souci avec la luzerne, c'est que ça monte. Donc c'est pour ça qu'il faut partir sur des variétés très tardives qui redémarrent très, très tard au printemps pour laisser le temps à la céréale de prendre le dessus. C'est toujours une histoire de compétition, hein. Il faut vraiment avoir en tête que quand on met des couverts permanents, la première chose c'est qu'on récolte du blé, quoi. On ne veut pas récolter de la luzerne. Donc faut quand même sécuriser un maximum le système et calmer très fortement et pas hésiter à venir. On a Anthony dans l'équipe qui met aussi des couverts permanents, qui est agronome dans l'équipe AgroLeague là, et lui il fait 2,5 litres de Bofix au printemps, quoi. Aurélien, tu fais aussi des couverts permanents avec du trèfle et toi tu les fauches pour ton bétail. L'année dernière tu l'as fauché et tu as fait 3 tonnes de matière sèche, c'est ça? 3 tonnes de matière sèche en légumineuse. Il faut imaginer 3 tonnes de matière sèche de légumineuse, un trèfle comme ça, c'est 90 unités d'azote, quoi. Minimum. Le couvert permanent a vraiment un intérêt quand même parce qu'il va permettre éventuellement de pomper les reliquats azotés et de les restituer après à la culture. Et même après un trèfle blanc, moi j'avais observé qu'il y avait des reliquats azotés qui étaient moindres. Je faisais des essais avec des trèfles blancs dans du maïs, dans les interrants de maïs. Après la récolte du maïs, souvent il y a des gros problèmes. Il y a des gros problèmes en Belgique, on appelle ça APL, donc les azotes potentiellement lessivables, donc l'azote qui reste à l'automne et qui va lessiver pendant l'hiver, donc c'est de l'azote qui va être perdu et qui va polluer les nappes. Et quand on mettait un trèfle blanc, on arrivait à revaloriser cet azote-là, et il y avait moins de pertes au final, alors qu'on pourrait dire que c'est un peu l'inverse, quoi. Et le lotier serait un peu le compromis entre les deux, où le lotier c'est un développement qui est quand même beaucoup moindre. Alors ça coûte assez cher à l'implantation, mais c'est un développement qui est moindre que par rapport à la luzerne. Et par contre, si on a de la luzerne qui monte avec le blé, il faut vraiment avoir en tête qu'il faut la réguler dès le début, quoi. Et il ne faut pas attendre parce qu'après c'est trop tard, quoi. Après de toute façon on n'a plus le droit. Et au niveau réglementaire ça commence à être compliqué. Et puis au niveau du blé, ça peut impacter vraiment le rendement du blé si on commence à faire des régulations comme ça. À partir du stade 2 nœuds, ça commence à être compliqué. On peut impacter négativement le rendement du blé, quoi. La solution en bio, c'est fauchage en dénage. Et on bat quand on a de la luzerne comme ça dans du blé. C'est une des qui est montée dans le blé, c'est une des seules solutions, quoi. Ça coûte 80 € de l'hectare, quoi. Globalement, ce qui a été montré, c'est que les colzas qui s'en sortent bien, notamment contre les larves d'altise, c'est des colzas qui sont vigoureux, c'est des colzas qui sont robustes en entrée d'hiver. Ça veut dire quoi un colza robuste? Ça veut dire que c'est un colza qui a 15 cm de pivot. Donc il faut être certain de la structure de son sol. Il faut avoir une bonne structure au moins sur les 15 premiers centimètres. Il faut un beau pivot. Ensuite, il faut un colza qui ait une dynamique de pousse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à lui mettre de l'engrais. Il faut qu'il pousse, il faut que ça fasse des gros colzas.
Donc soit engrais organique, si vous en avez, vous avez du fumier ou des matières organiques, il ne faut pas hésiter à en apporter. Ce qui est important, c'est un colza, donc minimum, donc vraiment c'est le minimum, et ça c'est ce qui a été mesuré, hein, il faut qu'il ait minimum 4 feuilles au 20 septembre. Si le colza il n'a pas 4 feuilles au 20 septembre, c'est le début des emmerdes. Parce que c'est à ce moment-là que les altises elles arrivent, et ça va être des colzas qui vont être hypersensibles aux altises. Donc en fait, il faut tout mettre en œuvre pour avoir des colzas les plus vigoureux possibles en entrée d'hiver. Et les plants de compagne, elles vont avoir un rôle sur le drainage du sol, sur l'apport d'azote pour le colza une fois que la légumineuse sera morte, hein, évidemment. Et ça va aussi avoir un effet sur la biomasse totale à la parcelle. On s'est aperçu que les attaques d'altise, c'était proportionnel, inversement proportionnel à la biomasse produite par mètre carré. D'accord ? Pas forcément la biomasse que de colza, mais la biomasse colza plus légumineuse. Donc l'objectif au mètre carré, ça va être de produire le plus de biomasse possible pour avoir derrière une sensibilité moindre aux altises. Donc ici on est dans une parcelle de pommes de terre en conventionnel et donc ça me digonait déjà de faire du pré-butage d'automne et des choses comme ça. En variété frais c'est un peu compliqué parce qu'il faut sortir de la qualité top quoi. Et donc je m'étais dit, j'avais toujours l'idée de faire des plants de compagne avec les patates. Okay. Il n'y avait pas d'objectif particulier de dire en plan ça pourrait dire bon c'est pour les luttes pucerons, les choses comme ça. Ouais. Là c'était c'est une parcelle un peu quand même à ruissellement, donc c'était pour essayer de faire des systèmes un peu anti-érosion dans l'interbillon. Ouais, carrément. Ramener de la biodiversité aussi, et puis ramener de l'azote pourquoi pas, ou voir... Ouais, ramener de l'azote sur le blé qui suit au moins. Dans ma philosophie c'est toujours les gens me posent la question pourquoi ça, et je leur réponds pourquoi pas. C'est-à-dire pourquoi pas essayer quoi. Ça coûte rien d'essayer, enfin ça coûte rien, ça va coûter un passage de semence engrais avec de l'essence. Parce qu'en fait là donc ça a été billonné, tamisé sur 36, donc là il y a sur 36 mètres, et puis j'ai croché le semoir engrais sur un petit tracteur en roue étroite. Et avant de planter, j'ai épandu, donc j'ai mélangé févrole, pois, avec le salarié, on a mis des sacs dans le semoir engrais, tournesol, févrole, pois. Et j'ai épandu au semoir engrais, donc j'ai fait une montée comme ça là sur. Bon, ça n'a pas réparti sur 36 mètres, hein, parce que là on est dans le train de pulver, et ça répartit bien sur 18 mètres je pense. Donc j'ai épandu févrole, pois, tournesol, et après j'ai planté. Donc il y a eu des graines. Les graines où ça a mieux levé, c'est au début, là où ça a beaucoup mieux levé, c'était dans l'interbillon, là où le tracteur avait roulé, parce qu'il y avait eu. C'était en contact, puis c'était pas très profond surtout. Les autres graines qui étaient dans la butte, elles se sont retrouvées des fois à 18 cm quoi, enfin, au niveau du plant de patate quoi. Du tournesol comme ici là, je suis sur la butte, le tournesol il était dans la butte celui-là, et il a réussi à sortir. Là où c'était compliqué, c'était d'adapter le désherbage pour les plants de compagne, parce que tout le monde m'a dit c'est bien beau ton histoire ça fait rigoler, ça fait parler des gens, mais comment tu vas désherber ça quoi. Et donc j'ai désherbé que cette bande là avec Challenge Chantium, uniquement ça. Donc j'ai enlevé le défi et j'ai enlevé le Sancoral, enfin la maîtrise cuisine. Et donc j'ai fait 2 litres Challenge et 0,2 Centium, que sur cette bande là. Et après j'ai fait tous les autres patates en mélange classique. Et puis aujourd'hui c'est comme ça. Donc tout le monde me dit tu vas te faire chier à l'arrachage. On verra bien. Parce que ça va garder l'humidité, ça pénalise un peu le rendement. Après j'ai eu la chance, enfin j'ai eu plusieurs chances, c'est que j'ai fait ça en année humide. Parce que ça aurait été une année sèche, je pense qu'il y aurait eu une forte concurrence avec les pommes de terre sur l'eau. Là on a la chance qu'il pleut tous les jours, donc et les patates poussent et les plants de compagne. Après nous on broie, donc ça va être broyé fin août, début septembre sûrement. Et après ça va être arraché fin septembre, début octobre, enfin après on verra quand ça sera arraché. Mais après les févroles elles ont il y a énormément de nodosité, j'ai regardé ça la semaine dernière, il y avait beaucoup de nodosité je trouvais, donc ça travaille hein. Après est-ce que j'aurais beaucoup moins de rendement sur cette bande là ou pas, ça, je dirais ça quand on sera arraché. Hein, mais... On voit que les abeilles en tout cas elles sont dessus. Elles sont sur la févrole. Donc c'est vrai que quand j'ai fait le désherbage, c'est vrai que
que Challenge Chantium, il y avait quand même le tournesol surtout, j'avais peur, le tournesol il était jaune cramé, je dis il va jamais repartir. Au final je trouve que ce qui repart le mieux c'est le tournesol. Donc, mais tout, hein, les févroles, tout, ils avaient un coup de jaune sur les feuilles. Ça a duré une semaine ou deux et après ça, bon, il y a peut-être eu de la flotte qui a aidé aussi à détoxifier, mais après c'est parti et puis bon, il y a sûrement qu'on dû crever, hein, mais sur l'ensemble il reste quand même pas mal. Après au niveau, moi j'avais vu une évolution du rendement en fonction de la densité. Donc plus la densité était élevée, donc là c'était plus valable pour le tournesol. Ouais. Plus la densité de tournesol était élevée, plus le rendement de la betterave de la pomme de terre était impacté. Ce que j'ai observé, c'est que vraiment le tournesol c'était assez négatif au niveau du rendement parce que ça fait en des patate. grosses tiges, des grosses racines. Et puis ça pompe beaucoup. Tu prends une racine de févrole, tu prends un tournesol. Bon, il y en a deux, mais c'est pas le même quoi. Tournesol, c'est impressionnant pour ça, hein. C'est pour ça que c'est intéressant dans les couverts, hein. C'est que ça fait un système racinaire vraiment de dingue, hein, un tournesol. Et par contre, avec la févrole, moi je l'avais mûre. Elle était mûre. Donc quand on a récolté, après il y a de la févrole qui a repoussé dans le blé qui suit. Ah oui. Ouais. Bon là ça peut être le cas. Hein. Ouais. Mais bon, c'est bien quoi. Là ça va arriver à, oui, en fin de floraison, ça va arriver à faire des gousses d'arrachage. Hein. Ouais. Et après je sais que ça carrément. Je sais pas si ça se développe, mais Carrément. je commence à avoir plusieurs gens qui le font des mélanges de plantes compagnes dans l'intérieur. Il commence à y avoir des systèmes qui s'équipent un peu de pare-but avec soit du pare-but pour faire des micro-barrages et en même temps ils injectent de la févrole, des choses comme ça dans l'intervillon. Ouais. Ça commence à arriver. D'accord. Après c'est la gestion du désherbage derrière qui est un peu compliquée. Et je trouve qu'en système anti-érosion c'est génial. Hein. Là, dans cette partie-là j'ai commencé avec on a une cuve frontale là, qu'on a achetée pour planter les pommes de terre. Je suis en train d'équiper, on est en train d'équiper les semoirs et puis de faire une rampe frontale en plus pour qu'elle serve 9 mois de l'année quoi, la cuve. Et donc là j'ai fait un essai avec du TMCE dans la butte, là, des produits TMF là. Ouais. Et après sur d'autres parcelles j'ai fait un essai avec il y a deux essais, des trucs un peu bizarres encore. J'ai fait un essai avec du jus de choucroute en lutte contre le topin. Le principe du coup, fonctionnement avec le jus de choucroute. Essaye, donc j'essaye. Mais non mais pourquoi pas, enfin, c'est pareil, c'est pour non mais c'est vrai que l'odeur est quand même. En fait c'est. Aspect répulsif ou aspect. Parce que jus de choucroute ça peut être l'aspect. Micro-organisme aussi. C'est un copain Franck qui a essayé ça sur du maïs. Et il a trouvé des résultats bien. Donc Franck il m'a fait ramener un cubi de 1000 litres. Et il m'a dit bah tiens je t'enfile 200 litres, tu vas essayer sur une bande. Donc j'ai essayé 1 hectare et demi avec la. Ok. Parce que le topin ça devient aussi un problème aussi en pommes de terre récurrent. Ouais. Au visuel, pour l'instant on n'en voit rien parce que les patates sont en train de grossir, enfin de tubériser, donc on verra ça à l'arrachage. Mais donc j'ai un essai de ça et j'ai un essai avec des ferments aussi, des ferments lactiques. D'accord. Aussi, enrichis avec de la mélasse. Il y a de l'homéopathie dedans, il y a des mélasses, il y a de l'infusion de plantes. Enfin c'est des mélanges un mélange que j'ai pris chez Gaëtan de la Croix là à côté. D'accord. Donc là j'en ai fait 3 hectares avec du ferment. L'intérêt du ferment lactique c'est quoi? C'est la lavabilité là. Là c'est pour tester la lavabilité des patates. J'ai fait ça sur de la mélodie, variété aussi qui est un peu sensible à la gale, qui a toujours une peau un peu de crapaud, pas d'elle. Il y aurait un intérêt de faire des ferments sur la lavabilité. J'ai mis ça à 250 litres hectares et dans la butte. Et ton intérêt de planter, de faire les buts à l'automne? Les intérêts de faire les buts à l'automne, c'est à l'arrachage, il y a une différence nette, vraiment. Vu que tu ne retravailles pas tout ton sol, tu as vraiment une meilleure porosité en fait, et du coup une meilleure portance. Deuxième intérêt, c'est là l'agriculteur chez qui, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait une publication là-dessus, l'agriculteur chez qui on a fait l'essai, il a économisé deux passages d'outils. En gros, au printemps, un tracteur, il pouvait se démerder sur une terre tout seul. Enfin, il n'avait pas besoin, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas d'autres outils pour préparer le sol avant. C'était un tracteur pour planter direct. Alors, sur le relevage avant, il travaillait il est en train de détruire mon... Vas-y, raconte, dis-moi. C'est moi qui plante chez Manon. D'accord. Je dis non, c'est pas moi qui vais planter sur le site. Je te mettrai en relation, ce serait intéressant de discuter à l'occasion. Eric Ventor, lui, je lui ai dit ça sert à rien
de planter en direct. J'ai fait 5 ans d'essai là-dessus. Planter en direct, c'est perte de rendement, c'est 20%. Donc, enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait trouvé d'autres choses et qui met en place d'autres pratiques. Mais si on ne change pas la technique, il n'y a pas de raison que ça fonctionne mieux que ce que j'ai démontré pendant 5 ans. Ce que j'ai démontré aussi pendant 5 ans, c'est que quand on reprenait la butte et qu'on la refaisait, donc sur le relevage avant du tracteur, on travaille le sol. Et derrière, on refait donc un travail de sol. Donc ça peut être soit un outil animé, soit un outil à dents et on refait la butte en fonction de... Ouais, tu démontes tout et tu refais. Ouais. Ah oui. Donc tu te dis juste que tu as profité de l'effet racine et hiver pour péter la sol. Ouais. Et du coup, au printemps, plus besoin de travail de sol. Plus besoin de travail de sol au printemps. Mais la matière à l'intérieur. Il y a quasiment... Enfin, il faut désherber en février, tu vois. Et puis tu arrives en fin février, il n'y a quasiment plus rien, quoi. Mais après, en lavabilité, il faut travailler. Non, je dis pas en lavabilité, il y a des choses à avancer, mais sur lesquelles il faut avancer. Mais tu vois, par exemple, il y a une réflexion sur les types d'engrais verts à avoir. Sur un engrais vert qui va se dégrader rapidement pour avoir le moins de résidus possible. Sur mettre des ferments pour accélérer la dégradation des pailles, accélérer il y a des travaux là-dessus. Et donc, lui, il a économisé donc, à l'automne. Il avait plus de charge de travail parce que il fait ses buts. Mais en fait, ça lui convient bien au niveau de son rythme de travail parce qu'à l'automne, il a plus de temps. Par contre, au printemps, il faut tout planter en même temps. Et en fait, ça lui allait carrément bien d'avoir un seul tracteur. Le gros avantage qu'il a vu, c'est qu'il n'y avait qu'un seul outil pour planter. Et le deuxième truc, c'est qu'il a économisé 2 passages d'outils, 2 passages de tracteur. Pour arriver au même résultat. Donc, les engrais, pour l'instant, j'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus. Mais ouais, lui, il localise. À l'automne. Non. Donc il a une planteuse traînée. Hein. Ouais. L'année prochaine, on va faire des essais il va faire vraiment des essais comparatifs parce qu'il était pas convaincu. Mais alors, il y a 2, ils sont 3. Il y a Eric Ventor, le père, et il y a 2 fils. Et sur les 2 fils, il y en a un qui voulait tester. Et ni le père, ni Eric, ni le deuxième fils voulaient tester. Ils disaient mais non, ça va jamais marcher quoi. Et force est de constater qu'ils étaient tous les 2 convaincus quoi. Et ils se sont dit l'année prochaine on en met plus. Et ils ont fait l'essai dans un coin derrière pour pas que ça soit visible de la route. Et tu vois, vraiment pas convaincus quoi. Et d'eux-mêmes ils ont dit ouais l'année prochaine on en fait plus parce qu'ils étaient bluffés. Par contre moi systématiquement j'avais une augmentation du rendement. Hein. Ouais, mais en la démontant complètement. En la démontant complètement. Donc, sur le relevage avant du tracteur et puis à l'arrière tu refais la butte. C'est grâce à la minéralisation, donc tu redémontes la butte. Ouais non mais par rapport à une technique conventionnelle où tu travailles le sol en plein aussi. Et j'avais des témoins à labour et des témoins TCS. Hein. On a quand même oublié l'avantage majeur, c'est que tu localises tous tes passages de roue. Et ça c'est énorme. Et ça, il y a plein d'essais qui montrent en patate une butte où la planteuse est passée, où ça a compacté par rapport à une butte où c'est 10-15% de rendement en moins. La patate est fainéante au niveau de l'enracinement. S'il y a une super bonne structure, et là, vu que tu localises tous tes passages, donc tu es en fine roue, faut être en fine roue, et tu localises tous tes passages, quoi. Donc c'est du control traffic farming en patate. Ça, c'est un des plus gros avantages. Et la récolte. Oui, tu retrouves l'intérêt du striptease en betterave. Ouais. Donc il y a des pistes à creuser. Après, je pense tu vois, il faut faire des petits essais de quelques arts, mais vraiment pas le faire à l'arrache, le faire bien et avancer quoi. Il n'y a que comme ça qu'on va trouver des solutions. Hein. C'est en testant des trucs, jus de choucroute. De toute façon, il n'y a personne qui va le faire à notre place, donc malheureusement. On les paye pourtant. Ou on en discute. Ah si on va boire un coup, on ne ira pas voir le nain.